on m'a demandé qu'est-ce que ça fait d'avoir un film, de voir son travail adapté au cinéma. Et je pourrais aussi parler de la bande dessinée, puisque La maladie de Saxe est devenu un film, Le cœur des femmes est devenu une bande dessinée, et les deux, l'un et l'autre, ont été adaptés au théâtre à de nombreuses reprises. Enfin, cette année, j'ai eu au moins 6 ou 8 demandes de troupes ou d'individus voulant adapter Le cœur des femmes. Pendant 10 ans, ça a été La maladie de Saxe, maintenant c'est Le cœur des femmes. Souvent des troupes féminines, bien entendu, ou des actrices qui veulent l'adapter. Donc, il y a 2 aspects. Le premier aspect, c'est que c'est évidemment extrêmement gratifiant de voir son travail transformé, adopté, adapté, recréé, parce que ce sont des recréations à chaque fois. Enfin, moi, je considère que le film, autant que la bande dessinée, sont des recréations, parce qu'à chaque fois, j'ai dit au réalisateur Michel Deville, qui était, comme moi, j'avais regardé les films et j'étais extrêmement impressionné qu'il veuille adapter mon roman. Je lui ai dit, mais il m'a tendu le scénario, il m'a dit, bon, vous me dites s'il y a quelque chose qui vous déplaît. Je lui dis, monsieur, c'est vous le cinéaste. Moi, mon livre, il existe de toute façon. C'est vous qui prenez les risques avec l'adaptation au cinéma. Je ne vais pas me permettre de vous dire non, ça, je ne veux pas que ce soit... J'étais en admiration et je suis extrêmement heureux parce que c'est un beau film, admirablement interprété, qui respecte l'esprit, qui est différent à plusieurs égards du roman, mais qui respecte absolument l'esprit du film, l'esprit du roman, que j'ai vu 15 fois, parce qu'on m'a invité pendant 10 ans à aller le présenter à des étudiants en médecine, à des groupes de santé, etc. Je l'ai vu 15 fois et j'ai toujours le même plaisir à le regarder. Et la bande dessinée, c'est la même chose. La bande dessinée, c'est donc Aude Mermillot, qui était dessinatrice, qui travaillait sur son 2e album, m'a interviewé parce qu'elle écrivait un livre sur son expérience de l'avortement. Et ayant lu Le cœur des femmes, elle voulait me demander comment un médecin en vient à faire des interruptions de grossesse. Et puis, écoutant le récit de mon itinéraire, qu'est-ce qui m'a amené à être médecin dans un centre d'interruption de grossesse, elle me dit, c'est vachement intéressant, j'ai envie de mettre ça dans mon livre, dans mon album, dans mon roman graphique. Alors j'ai dit, si vous voulez. Et puis après ça, elle a fait donc un album qui s'appelle Il fallait que je vous le dise, qui est formidable, dont je suis un personnage. C'est très gratifiant aussi. Et puis, quand il a été question d'adapter Le cœur des femmes, j'ai pensé tout de suite à Aude en disant, elle a lu le roman, elle dessine, j'adore ce qu'elle fait sur le plan graphique, donc si elle veut le faire... il faudrait lui proposer. On lui a proposé, elle a réfléchi et puis elle a décidé de l'adapter, mais elle en a fait sa propre création. C'est pas exactement une adaptation littérale du roman, et j'en suis très heureux parce que c'est vraiment son album et qui a été extrêmement bien reçu, qui touche un autre public. Ça a été soulevé aussi, le fait qu'on puisse toucher un public sous différentes formes. Par exemple, La maladie de Saxe a aussi été adaptée en feuilleton radiophonique. Et c'est formidable aussi. Et c'est assez différent du roman parce qu'il y a des choix qui sont faits. Donc, tout ça l'un dans l'autre pour dire que c'est très gratifiant. Et c'est aussi très gratifiant de voir que des personnes extrêmement... J'ai vu plusieurs adaptations théâtrales des 2 romans. C'est toujours formidable. C'est toujours très drôle de voir comment... parce que fondamentalement, ces personnes sont des lectrices et des lecteurs, et comment c'est lu et donc c'est réinterprété sous une autre forme. Donc, moi, je n'ai que merci à dire parce que c'est extrêmement... oui, c'est ça, c'est extrêmement gratifiant, ça rend extrêmement heureux de voir ça. Une petite anecdote pour terminer sur ce sujet, un de mes collègues médecins et écrivains, qui a écrit plusieurs romans, dont certains ont été adaptés au cinéma. Il écrit plutôt des romans médico-policiers, lui. Mais enfin, certains de ses romans ont été, je crois, au moins 2 de ses romans ont été adaptés au cinéma. Un jour me dit,
c'est dégueulasse ce qui t'arrive, parce que tu as écrit un roman, qui est un bon roman, qui est un best-seller, et le film est réussi. Donc c'est dégueulasse. Bon. Et je comprends très bien son sentiment. J'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. Quelqu'un a fait... au début, vous avez fait... je ne sais plus qui a parlé de la maladie de Saxe. Oui, c'est vous. Vous disiez, le roman, le médecin est décrit depuis la hauteur des malades. Je ne me rendais pas compte que je faisais ça. C'est-à-dire que quand j'ai écrit la maladie de Saxe, je voulais décrire la vie d'un médecin de campagne. Et donc, la question, c'est comment je fais ? Donc, est-ce que c'est le médecin de campagne qui parle ? Ça ne me plaisait pas, parce que ça voulait dire qu'il y avait que sa voix qui comptait, et ce n'était pas ce que je voulais faire. Est-ce que c'est l'auteur Démiurge qui décrit tout le monde ? Ça ne me plaisait pas non plus. Puis j'ai eu cette idée, qui m'est venue un jour sur mon scooter, c'est... non, tout le monde va raconter. Chaque personne à qui il a affaire va raconter sa propre histoire, en même temps qu'il ou elle va parler du médecin. Parce qu'en fait, chaque narrateur parle aussi d'elle ou de lui-même. Et j'ai fait ça pour une raison très simple, c'est que je voulais que ce soit varié, et je ne voulais pas m'ennuyer en écrivant le roman. Moi, je ne voulais pas m'ennuyer, moi. Donc c'est un procédé qui était un procédé un peu égoïste, si vous voulez. C'est-à-dire, je ne pensais pas, et je pense rarement aux lectrices et aux lecteurs comme j'y pense, mais c'est pas mon objectif. Mon objectif n'est pas de plaire forcément par ce que je vais écrire. Mon objectif, c'est d'écrire le livre que j'ai envie de lire. Et donc, après ça, un certain nombre de gens m'ont dit, mais du coup, vous produisez un effet très particulier, c'est que vous donnez la parole à tout le monde, c'est-à-dire que ça donne le sentiment d'une relation égalitaire entre le soignant, les soignants et les personnes soignées. L'autre chose que ça donne, et c'est pareil, je ne l'ai pas fait exprès, je l'ai compris qu'après qu'on m'a parlé du roman, c'est qu'effectivement, ça présente la relation de soins comme une succession, une alternance de récits. Et là, on en arrive à la question de la médecine narrative, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important dans la relation de soins ? Ben, finalement, ce qui est important, ce qui est formateur, ce sont les récits qui sont faits par les personnes soignées, bien entendu, parce qu'on ne peut pas soigner sans écouter ce que les gens ont à raconter. Ils vous racontent, ils vous donnent énormément d'informations, ils vous communiquent leurs sentiments, ils vous communiquent des valeurs, ils vous communiquent des informations scientifiques aussi, qui ne sont pas forcément lisibles comme ça de façon immédiate, mais qui sont présentes. Ils vous communiquent énormément de choses. Donc, sans le savoir, c'est pour ça que je dis souvent que je fais de l'éthique sans savoir. Sans le savoir, je mettais tout ça dans le roman. Oui. J'avais une question parce que justement, certains patients vous donnent aux médecins des idées pour des médicaments, ils disent bon, j'ai ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous est-ce que ça agace le médecin ? Alors, je pense que d'un point de vue éthique, et on va revenir là-dessus si vous voulez. Le soin ne peut pas s'exercer avec une contrainte. C'est-à-dire que, fondamentalement, enfin, moi, ma valeur numéro 1, c'est l'autonomie de la personne. Les professionnels de santé sont au service des personnes soignées. Un point, c'est tout. Il ne peut pas y avoir d'éthique du soin sans être au service de la personne soignée. Ça présente des inconvénients, parce que comme vous l'avez vu, la maladie de Saxe, c'est un livre dans lequel le médecin fait un burn-out. En fait, le terme de burn-out n'existait pas en français. Enfin, on ne savait pas ce que c'était à l'époque, moi non plus. Puis on m'a dit, mais en fait, c'est l'histoire d'un médecin qui fait un burn-out. Il prend tout sur lui et il finit par... Bon, alors il compense un peu en écrivant, mais il faut qu'il rencontre quelqu'un qui le soigne, qui est la femme qu'il rencontre, qui va le soigner, elle, pour qu'il puisse tenir le coup.
Et c'est quelque chose qui est maintenant bien connu, bien détaillé. On ne peut pas soigner sans être soi-même, sans se soigner, être soi-même soigné. Pourquoi ? Parce que précisément, quand on soigne vraiment, on est au service des autres. Bon, alors, je me souviens quand j'étais médecin de famille et que je faisais du Balint, c'est-à-dire des groupes Balint, c'est des groupes de discussion. Vous avez 10 professionnels de santé autour d'une table qui racontent une difficulté relationnelle qu'ils ont avec un patient ou une patiente, et les autres essayent de l'aider à voir clair dans cette difficulté relationnelle. Ce n'est pas un groupe de discussion technique, ce n'est pas un groupe de discussion diagnostique, c'est pourquoi est-ce que cette femme ou cet homme qui rentre tous les mercredis dans mon bureau pour me demander toujours la même chose, pourquoi j'ai envie de l'étrangler ? Parce que la question, c'est pas qu'ils viennent, la question c'est, moi j'ai ce sentiment me gêne terriblement, parce que je ne suis pas là pour étrangler les gens, pourquoi je l'ai ? Et donc on apprend à décortiquer ces choses-là. Et comment dirais-je ? Ce qu'on apprend dans les groupes Balint, c'est précisément que la question de l'autonomie de la personne est centrale. Si on veut soigner, on veut que les personnes qui viennent nous voir se sentent mieux après nous avoir vus qu'avant. On ne va peut-être pas les guérir, parce qu'il faut être modeste aussi. On n'est pas là pour... On n'est pas Dieu. Hein. Vous connaissez la différence entre Dieu et un médecin ? Dieu ne se prend pas pour un médecin. Voilà. Donc, il faut avoir une certaine modestie, mais au moins, ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte que les gens se sentent mieux en sortant. Et puis qu'ils sentent de mieux en mieux. Et qu'en tout cas, la présence de la soignante ou du soignant soit quelque chose qui soit réconfortant, au sens large du terme. Alors... je ne sais plus pourquoi j'ai commencé sur ce sujet-là, évidemment, je me suis perdu, je suis désolé. La question, est-ce que ça peut être agaçant pour les médecins ? Alors, quand j'étais médecin généraliste dans les groupes Balint, très souvent on parlait des patients qui venaient avec, alors à l'époque c'était pas j'ai lu ça sur internet, c'était j'ai lu ça dans le journal ou j'ai lu ça dans une encyclopédie. Et dans le canton où j'exerçais, à la campagne, j'avais énormément de patients qui étaient enseignants et qui me disaient « Vous savez, vous êtes le seul médecin du canton qui ne nous envoie pas paître quand on vient avec un article ou qui ne nous dit pas, nous prend pas de haut quand on vous pose une question. Et on a la réputation, nous les enseignants, d'être des emmerdeurs et des emmerdeuses parce qu'on pose des questions aux médecins. » Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup toujours surpris, parce que je disais, mais heureusement que vous posez des questions. Parce que, je veux dire, je considérais que le rôle du médecin, c'est aussi de donner des informations. Informer, c'est soigner. Expliquer, c'est soigner. Dès que vous expliquez à quelqu'un, on le voit très bien avec notre entourage, dès qu'on explique à la personne avec qui on vit, à quelqu'un de la famille, à un enfant, ce qui se passe, et en lui expliquant, on lui dit qu'on sait ce que c'est, on lui dit que c'est pas grave, on lui dit que... vous voyez leur niveau d'angoisse qui baisse, et quand vous faites baisser le niveau d'angoisse, la douleur baisse aussi. Ça, je veux dire, c'est scientifique. Hein. Moins les gens sont angoissés, moins ils ont mal. Oui ? Les définitions du médecin, notre définition du médecin, c'est un homme qui a assez de psychologie pour faire patienter son patient jusqu'à ce que le corps se guérisse tout seul. Alors, il y a toute une école, effectivement, qui est que... alors maintenant, je ne dis plus le médecin, je dis la soignante. Pourquoi je dis la soignante ? Ça rejoint la question du féminin dans l'école des soignantes. Il y a plus de professionnels de santé du genre féminin que du genre masculin. Classiquement, les médecins étaient des hommes, tous les autres professionnels de santé étaient des femmes. Il n'y a aucune raison de mettre le mot soignant au masculin pluriel. Donc je dis les soignantes. Deuxièmement, il n'y a aucune raison de penser qu'il n'y a que les médecins qui soignent. Toute personne qui délivre des soins sous quelque forme que ce soit, ça peut être de la psychothérapie, ça peut être de la kinésithérapie, ça peut être des soins infirmiers, ça peut être tout ce que vous voulez comme soin, et maintenant, dans ma définition, est une soignante. Donc la soignante, c'est effectivement quelqu'un qui vous aide à vivre avec
vos souffrances au sens large du terme, dans le meilleur des cas, en attendant que ces souffrances guérissent, c'est-à-dire faire en sorte, il y a beaucoup de maladies qui guérissent spontanément, soigner, c'est faire en sorte que ce ne soit pas trop désagréable en attendant qu'on guérisse. Mais dans le moins bon des cas, c'est de vous aider à ne pas souffrir en sachant par exemple que vous allez vivre toute votre vie avec une maladie chronique ou même que vous allez peut-être mourir de votre maladie. Soigner, c'est soulager. Et inévitablement, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, inévitablement, pour soulager, on est obligé, premièrement, d'écouter les gens. Parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent nous dire ce qui les fait souffrir. Et souvent, ce qui les fait souffrir, ce n'est pas exactement ce que le médecin ou l'infirmière ou la psychologue imagine. C'est ce que la personne dit. Donc il faut écouter et savoir. Et deuxièmement, il faut faire des propositions. Et il n'y a que la personne qui sait si cette proposition lui convient ou ne lui convient pas, et si cette proposition va lui permettre de moins souffrir ou non. C'est pour ça que quand on parle par exemple de fin de vie, on en a beaucoup discuté avec mon ami Vianney ici qui s'occupe de soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est absolument indispensable de disposer d'unités de soins palliatifs pour les gens qui ont des maladies chroniques, mortelles ou non, pour faire en sorte que, quand il n'y a pas de traitement, quand il n'y a pas de procédure qui permet d'améliorer franchement la situation, ou même de guérir, que ces soins palliatifs permettent aux personnes de vivre avec une qualité de vie la meilleure possible. Mais, fondamentalement, personne n'est obligé d'accepter les soins palliatifs. On peut vouloir décider de ne plus vivre. Et donc ça aussi, ça doit être respecté. Autrement, ça veut dire que les personnes à qui on dit « non, on ne peut pas vous aider à ne plus vivre », ça veut dire qu'on les oblige à vivre. Ça veut dire qu'elles n'ont pas le choix de s'autodéterminer. Et pour moi, l'autodétermination de la personne, l'autonomie de la personne, c'est quelque chose qui est central. On en a parlé tout à l'heure avec Cécile pendant l'entretien que vous verrez en ligne. Si je suis, moi, soignant au service de la personne, ça veut dire que, in fine, l'autonomie de la personne, ses choix, comptent plus que mes valeurs, comptent plus que mes idées sur le soin. Alors évidemment, c'est problématique pour beaucoup de professionnels de santé, surtout quand ils sont formés dans une idéologie un peu paternaliste, parce que, en France en particulier, on a tendance à penser que c'est le médecin qui sait, quoi. Oui, les médecins, les professionnels de santé savent beaucoup de choses, mais leur savoir ne peut pas se substituer aux aspirations, aux préférences, à l'autonomie, encore une fois, des personnes dont ils s'occupent. Alors, le cœur des femmes. Alors oui, le cœur des femmes, il y a les 3 points. L'écoute des patients. L'écoute des patients, en fait, c'est simple. Il y a des enquêtes qui ont été faites pour savoir combien de temps il fallait laisser parler les personnes qui arrivaient dans un cabinet médical. Et est-ce qu'il vaut mieux leur poser des questions directives ou est-ce qu'il vaut mieux les laisser parler? Les Anglais ont fait ça, parce que les Anglais, ils bossent beaucoup sur ce genre de questions. Il n'y a pas de mauvaises questions pour les Anglais. Si on pose une question, on va essayer de trouver les réponses. Et ils se sont rendus compte que si vous recevez quelqu'un et que vous le laissez parler, il va parler, ou elle va parler 2 minutes, 3 minutes, alors que les médecins ont tendance à les interrompre au bout d'1 minute et demie. Est-ce que vraiment ça vaut la peine de les interrompre? Non, en fait, il vaut mieux les laisser parler. Pourquoi? Parce que ça n'a que des avantages. 1, les personnes disent les choses avec leurs mots, et non pas en étant guidées par les directives ou les interrogations des médecins. Tout à l'heure, on en a parlé à la vidéo. Un de mes vieux maîtres disait, mon animateur de groupe Baline disait, quand on pose des questions, on n'obtient que des réponses.
Donc, pourquoi poser des questions? Et j'ai pris l'habitude en consultation d'accueillir, surtout quand je n'ai plus fait que de la santé des femmes, j'accueillais les femmes qui venaient en leur disant « racontez-moi ». Je leur disais pas pourquoi vous venez, je leur disais « racontez-moi ». J'ai jamais eu besoin d'expliquer à une femme pourquoi je lui disais « racontez-moi ». Jamais. Elles m'ont toutes raconté. Bon, elles savaient pourquoi elles venaient, donc... Bon. Et ça n'a que des avantages aussi. Pourquoi? Parce que quand vous dites aux personnes « racontez-moi », ça veut dire ce que vous racontez m'intéresse, ce que vous racontez a de la valeur, et je vous écoute, puisque je vous demande de raconter. Donc ça structure la relation de soins d'emblée. Ça dit d'emblée où je me place et comment je valorise ce que les personnes ont à dire. Donc l'écoute des patients, c'est assez simple sur le principe. Après, ça se travaille, ça s'apprend. Je n'ai pas toujours su écouter des gens. Au fil des gens, les gens m'ont enseigné à les écouter aussi. Plus on est au service des autres et plus on est ouvert aux personnes qui viennent vous voir, plus on se laisse être malléable, plus on apprend. Et c'est très agréable. Ça a aussi beaucoup d'avantages par rapport aux professionnels elle-même ou lui-même. C'est que quand on est malléable et qu'on reçoit les personnes et qu'on les écoute, et aussi qu'on a pour principe de les servir et de respecter leur autonomie, on n'est plus dans le contrôle. Et quand on n'est plus dans le contrôle, on est vachement moins fatigué. C'est beaucoup plus reposant. Donc ça n'a que des avantages. C'est un cercle vertueux extraordinaire, parce que là, on est vraiment dans un partenariat, on est vraiment aussi dans... moi, je suis là pour vous soutenir. Je ne peux pas faire les choix à votre place. Je ne peux pas choisir ce qui est bon pour vous, parce qu'il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Mais je peux vous soutenir. Quoi que vous décidiez, je vous soutiens. Donc ça va à l'encontre complètement de la mentalité dans laquelle j'ai moi-même été formé en médecine, en France, où, non, c'est moi qui vais vous dire ce qui est bon pour vous. L'autre question qui avait été soulevée, c'est la question du médecin formateur, des relations entre formateurs et formés. C'est la même chose. Le formateur du cœur des femmes, en fait, synthétise, il n'existe pas, mais il synthétise plusieurs des formateurs que j'ai rencontrés moi. Parce que dans le cœur des femmes, il y a deux personnages, une jeune femme médecin dont on pense au début que c'est un homme, et en fait on découvre que c'est une femme, et puis un médecin de 50 ans, 50-55 ans, qui devient son formateur. Mais en fait, la personne à laquelle je m'identifie, c'est pas le formateur, c'est à la jeune femme médecin. Parce que j'étais comme elle quand je suis arrivé dans la médecine, en roulant des mécaniques et en pensant que... Bon. Puis j'ai rencontré des personnes, et d'ailleurs à plusieurs reprises, c'était des femmes, c'était pas des hommes, qui m'ont montré que fallait que je me détende un peu, et puis que on n'a pas besoin de tout savoir, qu'on peut apprendre au contact des autres, qu'on peut apprendre en faisant des erreurs, ça c'est inévitable, et que aussi on peut apprendre en écoutant ce que les personnes soignées nous disent. Elles nous apprennent beaucoup de choses. Et pour moi, le formateur du cœur des femmes, c'est ma surveillante du centre d'interruption de grossesse, c'est Yvonne Lagneau, qui est d'ailleurs représentée dans plusieurs de mes romans, à plusieurs reprises, sous le nom de Madame Pujade. C'est un personnage qui revient et qui est en filigrane, mais c'était cette femme qui, d'ailleurs, avait, comme dans l'école des soignantes, qui avait été aide-soignante, qui avait fait l'école d'infirmière, qui était devenue infirmière de réanimation, et qui, à la fin de sa carrière, a pris non seulement en charge volontairement le centre d'interruption de grossesse, mais elle était aussi la personne en charge gratuitement, parce qu'on ne la payait pas deux fois, de la maison médicale, c'est-à-dire du centre dans lequel on accueillait les femmes désinsérées qui venaient accoucher, qui n'avaient pas de famille, qui n'avaient pas d'environnement, etc. C'était
une maîtresse femme au sens le meilleur du terme, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui soignait tout le monde et qui enseignait et partageait ce qu'elle savait d'une manière absolument, avec une générosité extraordinaire et qui n'avait pas peur de dire son sentiment aux médecins alors qu'elle-même n'avait pas leur statut. Donc, je crois que la question des formateurs, c'est une question... un formateur, ça se forme aussi. Et malheureusement, pour pouvoir faire des formateurs qui sont bienveillants, il faut peut-être pousser les autres par la fenêtre et peut-être choisir des formateurs qui sont des gens qui ont envie de partager et n'ont pas envie de dominer. C'est la même chose que dans la relation de soins. La relation de formation en santé doit être une relation de collaboration, de maïeutique, si vous voulez, d'aide à l'épanouissement, mais pas une relation de domination. Et pas une relation qui est faite pour valoriser le formateur. Ou dire, regardez comme je suis un grand médecin. On a parlé un peu de la médecine narrative. Encore une fois, oui, je voulais préciser que moi, personnellement, je n'ai pas fait le choix de la littérature contre la médecine, pas du tout. J'ai commencé à écrire bien avant de devenir médecin. Donc, le choix de la littérature a été fait très tôt. Enfin, c'est un choix de la lecture d'abord, ensuite de l'écriture, et ensuite on m'a dit que je faisais de la littérature, parce que moi je ne savais pas que je faisais de la littérature. J'écrivais des nouvelles, ensuite j'ai écrit des romans. Mais je n'ai pas choisi l'un contre l'autre, parce qu'encore une fois, le jour où j'ai décidé de faire des études, j'ai fait des études de médecine, je voulais soigner. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est le choix du soin. Je me suis rendu compte à un moment donné dans ma carrière que je pouvais à la fois écrire des romans et soigner. Bon, et puis dans la troisième partie de ma carrière, comme j'ai émigré au Canada, je n'ai plus soigné sur le plan formel, je n'ai plus été médecin en exercice, mais j'ai continué à soigner en écrivant, parce que je pense encore une fois que partager des expériences, partager des informations, partager des analyses, c'est aussi une manière de soigner en donnant du matériau aux personnes pour leur santé. Donc pour moi, ça a toujours été lié et je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. J'essaye de me souvenir de tout ce qu'on a dit. Je vais peut-être parler d'abord d'en souvenir d'André parce que ça va, et puis ensuite je finirai par France en Amérique. J'ai écrit un souvenir d'André en 2011-2012, à une époque où au Canada, la réflexion sur la fin de vie, l'euthanasie, le suicide assisté était en plein développement. Il y avait eu 2 grandes conférences, une conférence au Québec, une autre conférence fédérale sur toutes les autres provinces, parce que le Québec veut toujours avoir son identité. Et les 2 conférences étaient arrivées aux mêmes conclusions, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont pas fait ce que font les Français. Et ils ont dit, bon, la question se pose pour des tas de raisons, de savoir est-ce qu'on continue à criminaliser l'aide à mourir, parce que c'est ça fondamentalement, c'est interdire l'aide à mourir, c'est criminaliser les gens qui aident les patients à mourir. Hein. Le suicide n'est pas interdit, on a le droit de se suicider. La question c'est est-ce que pour mourir j'ai besoin de me tirer une balle dans la tête ou de me pendre dans un coin de mon jardin ? Ou est-ce que je peux demander à quelqu'un de m'aider à mourir ? Tant qu'on criminalise l'aide médicale à mourir, qu'est-ce qu'on fait ? On condamne les personnes qui veulent mourir à mourir de manière violente. Donc on crée une inégalité parce que il y a 20 ans, je faisais une chronique sur France Inter, j'ai fait une chronique sur un jeune homme qui était dans un poumon d'acier et qui avait écrit au président de la République française pour lui demander de l'autoriser à mourir. Il s'appelait Vincent Humbert. Et le ministre de la Santé de l'époque, Jean-François Mattei, est interviewé et on lui dit « Madame Mireille Jospin,
qui était la mère de l'ancien Premier ministre, vient de publier son propre avis de décès dans le journal, dans lequel elle dit « Mireille Jospin a choisi de quitter la vie volontairement à l'âge de 94 ans ». Ça voulait dire exactement ce que ça voulait dire, c'est-à-dire Mireille Jospin s'est fait aider pour mourir. Pourquoi est-ce qu'on n'aide pas Vincent Humbert à mourir? Et alors Mattei disait non, mais le suicide n'est pas interdit en France. Oui, mais le problème, c'est que Vincent Humbert, il ne peut pas se suicider. C'est même pas qu'il n'a pas le droit. Il ne peut pas se suicider. Il est dans un poumon d'acier, il est tétraplégique. Donc ça veut dire, ah ben non, débrouillez-vous. Au fond, c'est ça. C'est, si vous voulez mourir, débrouillez-vous. C'est ça que les Canadiens n'acceptaient pas. Et les personnes qui avaient des scléroses latérales amyotrophiques, qui avaient des maladies invalidantes, ils ne pouvaient pas mettre fin à leur jour. Ou alors ils exposaient leur famille à être poursuivis et mis en prison. Donc ils ont soulevé la question et ils ont réglé le problème de la façon suivante, c'est-à-dire qu'ils sont allés regarder ce qu'ils faisaient ailleurs. Donc ce qu'ils faisaient en particulier en Belgique, au Luxembourg, parce qu'au Luxembourg aussi, c'est l'aide médicale à mourir est légale, et aux Pays-Bas. Et ils ont dit, écoutez, ils ont légiféré là-dessus, et puis la société luxembourgeoise, néerlandaise et belge ne s'est pas effondrée parce qu'on a autorisé l'aide médicale à mourir. Il y a même d'ailleurs, tout le monde est d'accord pour dire que sur 100 demandes d'aide médicale à mourir, il y a entre 15 et 20 personnes qui passent à l'acte. Les 80 autres ne le font pas pour diverses raisons, mais en tout cas, tout le monde dit « Maintenant que je sais que je peux choisir le moment de mourir, je suis soulagé. » Et il y en a qui ne passent pas à l'acte. Ils demandent la possibilité d'exercer une liberté. Ça rejoint tout à fait ce que je dis sur la problématique sur d'autres problématiques qui concernent des personnes qui ne sont pas en fin de vie, comme les femmes qui veulent interrompre leur grossesse, comme les personnes, hommes ou femmes, qui décident de changer de genre, comme les personnes, hommes ou femmes, qui décident de ne pas avoir d'enfants et qui demandent à être stérilisées, où il y a encore des résistances énormes en France par rapport à ces démarches-là, où on dit « mais non, vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne savez pas ce que vous faites, vous n'y avez pas réfléchi, etc. » C'est-à-dire qu'il y a un mépris de l'autonomisation de la personne. Alors qu'il y a une valorisation de comportements qui sont, à mon avis, sur le plan éthique, au moins aussi problématiques. C'est par exemple l'homme qui décide d'aller grimper au sommet de l'Annapurna ou qui décide de traverser en solitaire l'Atlantique. Ou quand même, il risque sa peau s'il se noie ou s'il meurt, il y a des gens qui grimpent le K2 ou l'Everest, et puis tout le monde croit, les gens qui grimpent, ils croisent les cadavres qui sont laissés sur place parce qu'on ne peut pas les redescendre. Bon. Donc, bien sûr qu'ils ne s'attendent pas à mourir, mais enfin, c'est quand même une activité risquée. Bon. Et ça, il n'y a pas de problème. Mais vouloir mettre fin à ces jours, ou vouloir ne pas avoir d'enfants et se faire stériliser quand on a 18 ans et qu'on est majeur et qu'on a le droit de voter, de conduire une voiture, d'acheter un truc et d'aller en prison, mais on n'a pas le droit de se faire stériliser. Donc il y a une disparité extraordinaire. Et cette disparité, ça a été mentionné tout à l'heure, cette disparité, elle a essentiellement à voir avec le passé religieux de la région. Le catholicisme est une religion paternaliste qui interdit aux individus de faire ce qu'ils ou elles veulent de leur corps. Alors que quand on passe dans les pays protestants ou les pays anglicans, l'autonomisation de la personne est bien plus grande, et c'est pour ça que, par exemple, effectivement, en Amérique du Nord et dans beaucoup de pays dans lesquels on a mis la religion catholique de côté ou dans laquelle la religion catholique n'est pas dominante, il y a une autonomisation de la personne qui est bien plus grande et qui tolère beaucoup plus les choix individuels. Je vous prends encore une fois l'exemple de la vasectomie et de la ligature de trompe. Aux États-Unis, c'est depuis les années 60 ou 70. En Angleterre, depuis les années 60,
que toute personne qui veut avoir une vasectomie, une ligature de trompe, c'est votre choix, vous avez le droit de ne pas avoir d'enfant. Et pourquoi on vous imposerait, en particulier aux femmes, on vous imposerait d'être enceinte tous les 4 matins parce que toutes les contraceptions ont leurs défauts, leurs inconvénients, etc. Pourquoi on vous imposerait des traitements contraceptifs et des échecs contraceptifs toute votre vie, pendant 35 ans de vie reproductive, alors que vous ne voulez pas d'enfants? Mais la religion catholique dit « Ah non, il faut que vous ayez des enfants ». Donc vous voyez, il y a cette... Alors moi, j'ai de la chance. Je suis né dans une famille où on n'était pas catholique. C'était le judaïsme. Dans le judaïsme, il y a une tolérance à la décision individuelle qui est infiniment grande. Et où effectivement, on insiste sur le fait que l'autonomisation de la personne, c'est une valeur en soi. On ne peut pas se déterminer, même quand on est religieux, on ne peut pas se déterminer par rapport à ses croyances si on n'est pas libre. On ne peut pas dire « j'ai mené une bonne vie » si je n'étais pas libre de la mener. Si quelqu'un d'autre me disait « tu dois la mener de telle ou telle manière », comment est-ce que je peux dire que j'ai mené une bonne vie si c'est quelqu'un d'autre qui m'a dit comment vivre? Et donc, en souvenir d'André, c'est un livre que j'ai écrit pour expliquer, pour parler à la fois de 2 problèmes. Parler du problème des soignants, parce qu'en souvenir d'André, c'est un livre sur un soignant qui aide des soignantes et des soignants à mourir. Donc, dire qu'on peut être un soignant et valoriser quand même l'autonomie pour soi, et que si on valorise l'autonomie pour soi, on est obligé de la valoriser pour les autres. Et alors, vous lisez des interviews de cancérologues sur est-ce que vous choisiriez de subir les traitements que vous imposez à vos patients? 80% des cancérologues répondent non. Et d'ailleurs, ils ne les subissent pas. C'est-à-dire, quand vous voyez les cancérologues qui ont des cancers, ils ne subissent pas les traitements qu'ils imposent ou qu'ils ont imposés aux personnes qui avaient des cancers. Parce qu'ils en connaissent les effets secondaires, parce qu'ils valorisent la qualité de vie beaucoup plus que la survie. Et donc, ils n'ont pas le comportement qu'ils exigent des autres. Enfin, je généralise, parce qu'il y a des cancérologues qui ne sont pas comme ça, mais il y a une mentalité médicale qui consiste, encore une fois, à imposer aux autres les traitements qu'on nous a enseignés à délivrer. Donc, vous voyez, toutes ces questions-là, c'est des questions avec lesquelles je travaille et comme je ne suis pas véritablement mon instituteur d'école primaire, du CM2, c'est-à-dire de la dernière classe de l'école primaire, M. Berthier, à qui que j'ai remercié à de nombreuses reprises depuis, à qui j'ai dédicacé certains de mes livres, j'ai dédié certains de mes livres. Monsieur Berthier avait dit à mon père, mais votre fils, c'est pas un scientifique, c'est un littéraire. Mon père, qui était médecin et qui avait très envie que je devienne médecin, et qui respectait beaucoup Monsieur Berthier, avait dit en aparté, bon, il ne sait pas ce qu'il raconte. Qu'est-ce qu'il en sait, moi, en fait. Je pense, comme Monsieur Berthier, que je ne suis pas vraiment un scientifique au sens le plus rigoureux du terme. C'est-à-dire, mes émotions sont beaucoup trop importantes pour que je puisse regarder les choses toujours de manière objective, comme un scientifique devrait le faire. Et je ne dis pas que les scientifiques n'ont pas d'émotions, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'il faut savoir aussi des fois faire la part. Je ne suis pas sûr d'avoir toujours réussi à faire la part. Ce qui m'a aidé à le faire, c'est d'écrire des livres. C'est-à-dire de regarder, de comprendre quelle était la part de mes émotions quand j'écris des romans. Mais j'ai quand même une attitude scientifique. C'est-à-dire que je respecte quand même la science. Je ne pense pas que la science, ça n'existe pas. Je ne crois pas à la magie, je ne crois pas au surnaturel. Je crois que nous n'avons que la science pour nous dire et pour nous expliquer, pour nous permettre de comprendre une partie des choses qui nous entourent et de la façon dont on fonctionne. Mais je crois que, en tant que soignant,
on a l'obligation d'essayer de mettre en accord les deux, les émotions des gens et la science. Et il ne faut pas que les deux soient en conflit, il faut que l'une serve l'autre. La science, ça devrait être au service du bien-être de tout le monde. Et ce qu'on utilise en médecine comme science devrait être au service du... Donc voilà, mon travail, je peux dire ça maintenant parce que je n'aurais pas dit ça il y a 25 ans parce que j'en avais absolument pas conscience, c'est grâce à des interventions comme celle-là et aux réactions des lectrices et des lecteurs que j'ai pris conscience d'un certain nombre de choses. Mon travail, c'est un travail qui consiste à faire ça, à essayer de parler des connexions entre les deux. Je voudrais finir par France en Amérique, et s'il vous plaît, si vous avez des questions, je serai très heureux d'y répondre. France en Amérique, c'est un projet qui essaye de faire ça, dans lequel il y a des histoires de médecins et de médecine. Dans les 2 romans précédents du cycle, dans Abraham et Fils et les histoires de France aussi, il y a des histoires de médecine et de médecins et d'écoute. Moi, j'ai grandi, j'ai pas grandi en lisant des histoires de médecins. J'ai grandi en lisant des romans populaires. Je détestais les grands classiques, Flaubert, Proust, Balzac m'ennuyait profondément. Ce que j'aimais le plus, c'était Victor Hugo dans ses poèmes épiques, c'est-à-dire un truc complètement délirant. Et puis Maurice Leblanc, c'est-à-dire je lisais les aventures d'Arsène Lupin, je lisais Sherlock Holmes, je lisais Agatha Christie, je lisais les bandes dessinées. Mais je ne lisais pas des classiques. Donc j'ai grandi en lisant de la littérature populaire. Et en écoutant les histoires que mon père racontait. Les deux se sont mélangés. Et quand j'ai commencé à écrire ce cycle qui s'appelle Les histoires de France, France en Amérique, Abraham et Fils, France en Amérique et les histoires de France, j'ai essayé de mêler les deux. De mettre tout dans les mêmes récits. Ça me touche beaucoup que certaines d'entre vous aient lu France en Amérique parce que c'est celui des 3 livres, peut-être parce qu'il est très long, qui a le moins bien marché et qui a été le moins lu. Et alors que j'ai passé 2 ans à l'écrire et que, encore une fois, je n'avais pas prévu d'écrire un livre de 900 pages, mais à la fin, il faisait 900 pages. Je l'ai proposé à mon éditeur, et mon éditeur, je lui ai dit, est-ce que tu crois qu'il faut couper ? Il me dit non, il existe comme ça, et il tient debout comme ça, on ne va pas couper, on le publie comme ça. Bon, j'ai beaucoup de chance. Il y a beaucoup d'éditeurs qui auraient dit non, c'est un peu long, faut que tu me raccourcisses un peu tout ça. Bon. Donc j'ai un privilège extraordinaire, c'est que j'ai une maison d'édition qui publie les livres tels que... C'est pas qu'il n'y a pas de discussion, hein, mais c'est que mes livres sont toujours extrêmement respectés. C'est un travail très, très gratifiant qui m'a beaucoup apporté d'écrire ce livre qui est un roman historique. Pour répondre à la question que vous posiez, mais qu'on m'a posée aussi après avoir écrit La maladie de Saxe, c'est-à-dire on m'a dit après La maladie de Saxe, mais qu'est-ce que vous allez écrire maintenant ? Bon, après j'ai écrit... après La maladie de Saxe, j'ai écrit plus de 50 bouquins. Donc j'avais d'autres choses à dire quand même. Les histoires de France, France en Amérique et Abraham et Fils, en fait, m'ont incité et invité à écrire d'autres romans historiques. Et j'ai 3 projets de romans qui se passent dans le passé. Un premier roman qui s'appelle Alger 1942, qui se passe pendant le débarquement des Alliés à Alger, donc en 1942. Un autre projet qui s'appelle, c'est un titre de travail, Alger 1942, ce sera le titre, mais le second roman, c'est un titre de travail, ça s'appelle pour le moment Tours 68-42, parce que c'est un roman, c'est ce qu'on appelle en anglais a time travel romance, c'est-à-dire une histoire d'amour avec un voyage dans le temps. Si vous regardez la série Outlander à la télé, voilà, c'est ça. C'est l'histoire d'une femme qui est à Tours, la ville dans laquelle j'ai fait mes études en 1968, pendant
les événements de mai 68 et qui est transporté par un procédé que vous découvrirez si vous lisez le roman, en 1942, à Tours toujours. Et Tours, c'était à la limite de ce qu'on appelait la ligne de démarcation, c'est-à-dire la ligne que les gens devaient traverser pour passer en France non occupée, en particulier s'ils étaient juifs, s'ils étaient homosexuels, s'ils étaient menacés d'être envoyés dans les camps de concentration. Et j'ai un troisième projet, et les histoires sont déjà très claires dans ma tête. Le troisième projet, c'est en fait à partir de France en Amérique. Dans France en Amérique, il y a tout un récit qui est le récit de Abraham qui, parce qu'on arrête un de ses patients qui a un chien, qui s'occupe du chien. Et grâce au chien, il va éclaircir le mystère et éclaircir le crime pour lequel son patient a été, à tort, mis en prison. Et je me suis dit que j'allais peut-être développer cette idée en faisant une suite d'histoires qui serait un peu comme les aventures de Sherlock Holmes, dans lesquelles Abraham ferait équipe, pas toujours avec le chien de temps en temps quand même, mais ferait équipe avec les autres personnages qu'on voit dans les romans. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils enquêtent sur une sorte d'énigme locale, qui évidemment transposera des énigmes de la France des années 70, et qu'à chaque fois, ils vont faire équipe et ils vont résoudre l'énigme. Ce qui est une manière aussi de faire de la critique sociale et de la critique historique sur des événements qui ont eu lieu et qu'on n'a pas toujours expliqués, mais qui ont des résonances, encore une fois, sociales et politiques. Donc, qu'est-ce que je vais écrire après? Si je ne meurs pas avant, voilà les trois projets sur lesquels je vais essayer de travailler dans les années qui vont venir, et si je vis assez longtemps. Voilà, merci beaucoup de votre attention.